je suis Laurence Pell, je représente le centre de référence Avance, qui a été visé l'année dernière lors d'une seconde vague. Je suis un peu ennuyé parce qu'en fait, je ne savais pas très bien, étant nouveau, quel était le- le- l'objectif de la discussion. Et j'ai probablement orienté un peu de façon un peu trop médicale la situation. Mais enfin, je pense que ça ne va pas être très compliqué, on pourra répondre à des questions. Euh, ce cours introductif, en fait, il a pour but de vous présenter un peu la gamme des maladies qui sont couvertes au sein de ce centre de référence. Tout d'abord, vous avez donc, il s'agit de toutes les malformations vasculaires du système nerveux, c'est-à-dire du cerveau, de ses enveloppes et de la moelle épinière. Donc, l'une des plus fréquentes, donc, c'est la présence d'un anévrisme intracrânien, qui est un développement d'une poche sur un vaisseau. Donc, c'est pas aussi mécanique que ce que on voudrait bien croire, avec finalement une maladie relativement fréquente parmi les maladies rares, puisque elle est présente pour 10 000 personnes. De façon plus rare sont les malformations artério-veineuses, donc qui sont des anomalies qui sont congénitales, qui sont des malformations vasculaires qui sont situées entre artères et veines, qui sont situées soit dans le cerveau ou à la superficie du cerveau, soit sur les enveloppes qui protègent le cerveau, qu'on appelle les méninges. Ce type de malformation se développe dans tous les organes. Ici, on s'intéresse à ceux qui se développent dans le système nerveux, et donc ce type de malformation se développe également au niveau de la moelle épinière. Une petite exception sont ces malformations anévrismales de l'ampoule de Galien, qui sont des malformations qui sont, elles, congénitales et qui sont découvertes pour la plupart chez le nouveau-né ou les jeunes enfants et qui ont une prise en charge tout à fait particulière. Ces malformations vasculaires de l'enfant sont-elles vraiment exceptionnelles? Alors, il y a un point commun qui rassemble un peu toutes ces malformations vasculaires qui sont prises en charge par beaucoup de spécialités, les neurochirurgiens, les pédiatres, neuropédiatres, et puis en France, depuis 25 ou 30 ans, plutôt 30 ans, par des neuroradiologues interventionnels, qui sont les 3 personnes qui vont vous parler au cours de ces prochaines minutes, qui consistent à traiter maintenant les maladies des vaisseaux du cerveau, non pas en ouvrant la boîte crânienne, mais en passant par l'intérieur des vaisseaux, en passant par l'artère fémorale au niveau du pli de l'aine. Et c'est une spécialité qui est née en France à la toute fin des années 70, au milieu des années 80, qui s'est beaucoup étendue au début des années 90 et pour laquelle la France garde un rôle prééminent dans le monde de la recherche et du traitement de ces maladies. Donc ces maladies se traitent dans des blocs opératoires de neuroradiologie interventionnelle, comme celui-ci. Il y en a 33 en France, dans toutes les villes de CHU. Et on utilise des machines relativement lourdes, comme ce que vous voyez ici, qui remplacent le microscope opératoire du neurochirurgien, puisque ce sont des machines à rayons X qui nous permettent de suivre le guidage des outils qui nous permettent de traiter ces malformations. De façon à être relativement simple, parce que sinon on aurait été un peu trop confus, on a décidé de vous présenter le traitement, par exemple, d'un anévrisme cérébral qui correspond à une hernie sur un vaisseau, comparable à une hernie sur une chambre à air de bicyclette. Cette hernie peut évoluer au cours du temps. Comme vous voyez ici, il s'agit d'un petit anévrisme qui a été découvert en septembre 2014. Vous le voyez ici sur une imagerie 3D. Et incontestablement, quand vous voyez ce patient dans la même incidence, il y a eu une évolution de cette maladie dans une période de 3 ans, avec une déformation du sac anévrismal qui peut éventuellement faire craindre la survenue d'une rupture. La rupture, c'est celle qui fait peur, c'est la raison pour laquelle l'anévrisme est connu dans la population générale. L'anévrisme est situé sur des vaisseaux à l'extérieur du cerveau. Quand ils se rompent, ils vont provoquer une hémorragie dans les enveloppes autour du cerveau. Et si cette hémorragie est trop importante, il va s'accompagner d'un hématome à l'intérieur du cerveau. L'hémorragie est grave, puisque 50% des patients qui vont avoir une hémorragie due à une rupture d'anévrisme n'auront pas le temps d'arriver à l'hôpital et vont mourir dans les minutes qui vont suivre. Il y a 2 façons de traiter des anévrismes. La façon classique qui consiste à mettre un clip par voie neurochirurgicale à la base de l'anévrisme de façon à l'exclure de la circulation. Et depuis le milieu des années 1990, la mise en place de spirales en platine
à l'intérieur du sac anévrismal de façon à obtenir l'exclusion de l'anévrisme. La voie neurochirurgicale a été progressivement abandonnée, en particulier en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, par la difficulté d'accès, puisqu'en fait le cerveau est enfermé dans une boîte osseuse, et donc il y a toujours besoin d'une ouverture de la boîte crânienne qui représente le premier geste d'une intervention neurochirurgicale et qu'on n'a pas besoin de faire lorsqu'on fait une intervention par voie endovasculaire. Alors, voici ici, par exemple, un anévrisme qui est vu par voie chirurgicale. Vous voyez vraiment que c'est exactement le schéma que je vous avez montré. Et le chirurgien va aborder avec délicatesse le collet de l'anévrisme de façon à y placer un clip. Ce clip va resserrer le collet de l'anévrisme de façon à éviter l'apparition de la circulation de sang à l'intérieur du sac anévrismal. Le traitement endovasculaire le plus simple et le plus ancien consiste à mettre en place un microcathéter, c'est-à-dire un petit tuyau en plastique, à l'intérieur de l'anévrisme, et on va traiter l'anévrisme par l'intérieur en mettant en place une spirale en platine qu'on peut mettre et enlever à la guise. Et si jamais la spirale est bien placée, on peut le détacher par de multiples systèmes, en particulier des systèmes électriques qui permettent de détacher la spirale. Une fois que l'anévrisme est rempli, l'anévrisme est exclu de la circulation. Le problème, c'est que ce traitement ne permet pas de régler tous les problèmes, loin s'en faut. Vous voyez ici un patient qui a été traité il y a 13 ans d'un anévrisme, puis une petite portion de l'anévrisme, vous le voyez, les coils, les spirales apparaissent ici au bout de ma flèche. Une petite portion de l'anévrisme a été retraitée. Il a été suivi 6 ans plus tard par une imagerie par résonance magnétique. L'anévrisme n'est absolument plus circulant. Et on pense le patient guéri. Et finalement, en 2012, vous voyez qu'il y a une réapparition de l'anévrisme de façon extrêmement importante. Non seulement l'anévrisme a regrossi, mais surtout un autre anévrisme est apparu à la face postérieure de cette artère. C'est la raison pour laquelle on a été mis au point, à la fin des années 1990, une prothèse qui permet de divertir le flux, c'est-à-dire qu'elle est placée en regard du collet de l'anévrisme, de façon à réorienter le sang dans la lumière. On ne peut pas mettre un tuyau plein pour 2 raisons. D'une part, parce que le tuyau plein a des propriétés mécaniques trop rigides et on ne pourrait pas le naviguer dans les vaisseaux du cerveau. Et d'autre part, un tuyau plein empêcherait la circulation au sein des petites artères qui naissent à proximité du collet de l'anévrisme. Cette prothèse, avec des mailles très très fines, permet de ralentir la circulation du sang et d'obtenir progressivement au cours du temps une occlusion, une thrombose du sac de l'anévrisme. Et donc, c'est un traitement qui a été la deuxième révolution du traitement endovasculaire après la mise au point des spirales à détachement contrôlé. Ceci a été une énorme révolution qui a permis de faire de nouveaux progrès. Vous voyez ici un patient avant et après la mise en place de ces prothèses. Ici, vous voyez le flux qui rentre à l'intérieur de l'anévrisme. Lorsqu'on met en place cette prothèse, il y a une circulation qui est très ralentie, qui va induire un caillotage, une thrombose au sein du sac anévrismal. Très rapidement, voici comment cela se passe. Voici un gros anévrisme dans lequel a été placée cette prothèse, dont on voit les marqueurs radio-opaques ici qui sont mis en place en regard du collet. Et vous voyez que sur le suivi qui a été réalisé un peu plus d'1 an, l'anévrisme est devenu absolument non visible avec une reconstruction complète de la paroi artérielle. Ceci a permis de traiter des malades qu'on ne pouvait pas traiter auparavant, comme cette jeune femme enceinte qui présentait un anévrisme qui, lui, se présentait de façon différente puisque c'est un anévrisme géant qui grossit de façon pratiquement indéfinie avec la progression d'une partie caillottée à l'intérieur de l'anévrisme. Vous voyez ici très bien sur cette imagerie une portion circulante de l'anévrisme et une portion dans laquelle il y a du caillot. Cet anévrisme, si on le laisse évoluer, il peut rompre, mais dans la plupart du temps, il ne rompt pas. En fait, il va augmenter de taille par augmentation progressive, comme un oignon, et il va progressivement se comporter comme une tumeur. Et donc, vous voyez ici que cet anévrisme, lorsqu'on regarde l'imagerie 3D, vous avez non seulement l'anévrisme qui est ici, un deuxième anévrisme, mais une artère extrêmement importante ici, qui permet de vasculariser la partie motrice du cerveau. Et donc, a été mis en place la prothèse. Ici, c'est la portion thrombosée qu'on ne voit pas, la portion occlue. Ici, c'est la portion circulante de l'anévrisme. Au bout de 2 ans et demi, ça c'est le contrôle à long terme, évidemment, il y a eu un résultat beaucoup plus précoce. Vous voyez que l'anévrisme a complètement disparu
et la poche anévrismale va se dissoudre progressivement par résorption du caillot. Vous voyez ici la progression de l'IRM avec une diminution non seulement de l'anévrisme, mais aussi de tout l'œdème qu'il y avait autour de l'anévrisme. Ceci se fait au prix de quelque chose qui est extraordinaire, c'est que non seulement on obtient une occlusion de l'anévrisme, mais on n'occlue pas la toute petite artère que je vous avais signalée tout à l'heure et qui est extrêmement importante. Vous voyez que la prothèse laisse passer la circulation au sein de cette toute petite artère. Alors évidemment, dès qu'on trouve un nouvel outil, on est très excité, et puis finalement, on en trouve encore des limites. Et donc, les limites sont celles-ci. Voici cette patiente de 72 ans qui a saigné dans sa tête. Tout ce que vous voyez en blanc, c'est du sang. Et donc, sur cette patiente, lorsqu'on fait une artériographie, vous voyez qu'ici, il y a une petite tête d'épingle qui était jugée responsable du saignement. Et lorsqu'on regarde l'imagerie en 3D, on retrouve bien cette image en tête d'épingle, mais vous voyez qu'il y a en plus de ça une atteinte de la circonférence du vaisseau qui est situé dans le cerveau. Étant donné la complexité à la traiter, on a décidé d'attendre un petit peu parce qu'il n'y avait pas de traitement évident. Et donc, au bout de 4 jours, on lui a refait l'examen et vous voyez qu'incontestablement, la poche a augmenté en taille. Et lorsque vous regardez cette imagerie 3D, vous voyez que non seulement la poche a augmenté en taille, mais l'anomalie autour de l'artère a augmenté en volume. Et donc, nous sommes décidés à mettre en place ces prothèses. Donc, vous voyez ici la prothèse qui est déposée en regard de l'anévrisme. Et vous voyez très bien le ralentissement du sang à l'intérieur de la poche anévrismale. Et donc, on a suivi progressivement cette patiente. Ça, c'est le résultat au bout de 2 mois, où finalement, on se rend compte que le résultat n'est pas mirobolant, puisqu'en fait, le sac circule toujours. Et puis, au bout de 3 mois, vous voyez que progressivement, là, on obtient une impression d'occlusion, d'efficacité du dispositif. Et donc, on pense la bataille gagnée. Donc, on n'impose pas à la patiente de faire un contrôle 1 mois plus tard. On le recule au bout de 2 mois. Et à 5 mois, voici ce que l'on obtient. Finalement, l'anévrisme s'est mis à nous échapper complètement. Et donc, c'est pour dire que ce comportement de l'anévrisme est exactement comparable aux anévrismes que les médecins vasculaires et les chirurgiens vasculaires rencontrent au niveau de la paroi anévrismale, avec une libération d'enzymes protéolytiques par le thrombus qui est piégé à l'intérieur du sac anévrismal et qui peut induire non seulement une réaction œdémateuse, mais également une rupture retardée de l'anévrisme. Et donc, le but qu'on a à l'heure actuelle, c'est d'essayer d'utiliser une thérapeutique médicamenteuse pour essayer de traiter ces anévrismes ou du moins de mettre ces médicaments sur les vecteurs qu'on implante à l'intérieur des vaisseaux. Et donc, c'est ces enzymes que nos collègues chirurgiens vasculaires et médecins vasculaires connaissent parfaitement, libèrent à l'intérieur du sac anévrismal, qui sont responsables très probablement de l'augmentation de taille de ces sacs. Alors, il y a plusieurs voies de recherche qui sont réalisées un peu partout dans le monde et d'essayer de greffer des molécules intelligentes, en particulier sur ces stènes dont je viens de vous parler, pour essayer de ralentir la croissance de l'anévrisme. Donc, on a constitué ce centre des maladies des vaisseaux du système nerveux, donc l'année dernière, au cours du mois de septembre. Et parmi toutes les missions qui sont affectées à un centre de maladies rares, probablement que ces 2 missions sont les plus importantes, puisque, je vous l'ai dit, finalement, les centres de neuroradiologie interventionnelle et de neurochirurgie et de pédiatrie et de neuropédiatrie sont répartis uniformément sur le territoire. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de défaut de prise en charge pour les patients. Les circuits sont relativement bien connus. Il y en a certains qui sont à développer, en particulier pour certaines malformations vasculaires dans certaines localisations du système nerveux et probablement chez le jeune enfant. Il y a une chose qui n'est pas du tout réalisée dans notre environnement, c'est les associations de patients. J'avoue qu'à chaque fois que je vois des patients, ce sont des maladies qui souvent demandent beaucoup d'informations de la part des patients. Eh bien, il n'y a jamais eu finalement, depuis 25 ans que je fais ce métier, d'association de malades qui s'est créée, même pour les familles de jeunes et très jeunes patients. Donc j'ai l'honneur de coordonner ce centre de référence. Donc, je travaille à l'hôpital Bicêtre. Les 2 centres constitutifs sont menés par le docteur Michel Piotin à la Fondation Rothschild et le docteur Georges Rodèche à l'hôpital Foch, qui vont vous parler juste après moi. Nous avons 10 centres de compétences qui sont répartis en France métropolitaine et outre-mer et qui comportent
pas que des neuroradiologues interventionnels, mais également des neuropédiatres et des neurologues vasculaires. Très rapidement, pour terminer, s'est tenu la semaine dernière un congrès qui rassemblait que des professionnels ici à Paris, plus de 850 participants venant de plus de 60 pays dans le monde. Et vous voyez que le centre de référence Avance était partie prenante dans la mise en place des discussions scientifiques qui avaient lieu au cours de ce congrès. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous. Comme vous l'indiquez, le professeur Spell, la Fondation Rothschild et l'hôpital Foch, qui sera présenté juste après moi, font partie du réseau Avance pour les malformations vasculaires, neurologiques et crânio-faciales. Donc on essaie de travailler conjointement en coordination, notamment entre Foch et Rothschild, qui sont les deux centres constitutifs de sites filières précédemment évoqués. En centre de compétences, il y a un maillage territorial, comme l'a été présenté par Laurent Spell, avec notamment aussi un centre de compétences en Guadeloupe, puisqu'il y a quand même une grosse filière, notamment de malformations artério-veineuses, qui vient de l'outre-mer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une malformation artério-veineuse au sens strict, au sensu? C'est un endroit du cerveau ou de la moelle épinière où il y a une malformation qui est le plus souvent acquise, développée durant sûrement l'adolescence, entre les artères et les veines, avec une absence de capillaires, pour donner les nutriments au tissu cérébral. Comme les capillaires sont absents, les veines reçoivent du sang à haute pression, ils ne sont pas faites pour ça, et d'où le risque de rupture. La définition stricto sensu de maladie rare fait partie des malformations artério-veineuses du système nerveux central, puisque la prévalence est située entre 5 et 7% pour 100 000 habitants. Il faut savoir que moins de 20% de ces malformations artério-veineuses du système nerveux central sont révélées durant l'enfance. Donc à peu près 80% sont révélées à l'âge adulte. Alors comment elles se révèlent? Elles peuvent ne jamais se révéler, ou elles peuvent se révéler le plus souvent quand elles sont symptomatiques par une crise comiciale, une épilepsie, par irritation du cortex cérébral, ou fort malheureusement aussi par un effet beaucoup plus délétère de cette malformation, la rupture, avec par conséquence un hématome intracérébral. Les modes de révélation, donc l'hémorragie, c'est plus souvent lié avec un déficit et puis des céphalées importantes, et comme je vous l'ai dit aussi, des crises comiciales. Donc la définition de la malformation artério-veineuse, c'est l'absence de capillaires avec ce qu'on appelle un idus, qui comprend des artérioles et des vénules sans capillaires, qui constituent la vraie zone de fragilité de la malformation. Modalités thérapeutiques, elles sont de plus en plus débattues, notamment pour les malformations artério-veineuses qui sont découvertes fortuitement. Et le nombre de découvertes fortuites augmente puisqu'on explore de plus en plus les patients par différents types d'imagerie axiale, notamment le scanner et surtout l'IRM. Il faut savoir comment les prendre en charge. On avait tendance, il y a encore 10 à 20 ans, d'être relativement agressif pour le traitement, notamment avec le traitement endovasculaire, comme vous l'a décrit le professeur Spell. Mais de plus en plus, on s'aperçoit qu'on n'apporte pas forcément un bénéfice à traiter les malformations artério-veineuses qui sont asymptomatiques. C'est-à-dire qu'on va proposer un traitement aux patients, un traitement qui est relativement dangereux pour traiter un risque statistique. Il faut savoir que, grosso modo, le risque de rupture d'une malformation artério-veineuse cérébrale est situé aux alentours de 2% par an pour une malformation qui n'a jamais présenté de manifestation hémorragique. Par contre, ce risque va doubler même pendant plusieurs années pour les patients qui ont déjà présenté une malformation artério-veineuse avec une rupture. Donc on met en balance toujours le bénéfice-risque de ces interventions avec de multiples consultations, avec des rendez-vous pluridisciplinaires entre neuroradiologues interventionnels, neurochirurgiens, neurologues, mais aussi radiothérapeutes, qui sont le plus souvent en France pour la radiothérapie pour les malformations artério-veineuses assurées par des neurochirurgiens. Donc, un des premiers traitements, c'est l'embolisation, comme il a été décrit précédemment. Donc l'embolisation consiste à aller traiter le patient sous anesthésie générale avec l'aide de cathéters guidés par les rayons X pour aller jusqu'au site malformatif et pouvoir déposer au niveau du site de la malformation un agent d'embolisation le plus souvent liquide pour boucher cette zone
de chaîne de contact entre les artérioles et les veines pathologiques. Il faut savoir qu'il est rarement possible de traiter une malformation en un seul temps opératoire et que le patient bénéficie ou subit plutôt plusieurs séances de traitement endovasculaire espacées de plusieurs semaines à plusieurs mois. Ce traitement peut être radical, c'est-à-dire permettre par embolisation de traiter toute la malformation dans un nombre limité de cas qui va de 40 à 80%. Et on a souvent besoin d'un traitement complémentaire comme la radiochirurgie ou le traitement chirurgical. En ce qui concerne plus spécifiquement notre établissement, donc nous sommes un établissement anciennement PSPH, mais ESPIC, c'est-à-dire privé à but non lucratif, localisé dans le 19e arrondissement. Donc nous avons une équipe de NRI avec deux blocs angiographiques biplans. Nous sommes 7 praticiens titulaires plus 2 assistants et nous bénéficions de l'appui de 12 lits d'hospitalisation propres à notre spécialité. On a une grosse fonction support assurée aussi par l'unité de soins intensifs de réanimation, avec 12 lits de réanimation et 16 lits de soins intensifs. Unité neurovasculaire 24/7 également, avec 2 PH, 14 lits monitorés, et une équipe neurochirurgicale avec 3 blocs de neurochirurgie et 6 PH. L'interlocuteur préférentiel dans notre établissement, c'est la neurologie interventionnelle pour la pathologie malformative artério-veineuse, avec une disponibilité 24/7 pour les patients et surtout pour les services d'urgence qui veulent nous apprécier les patients. Une grosse filière, une grosse cohorte de patients avec maintenant plus de 1400 patients suivis dans notre filière MAV à la Fondation Rothschild. Grâce à cet effectif, à ces grosses cohortes, on a la possibilité d'effectuer des travaux de recherche, notamment en clinique, avec des nombreux articles qui ont été publiés et qui sont toujours en cours de publication. Il y a bien sûr des projets de recherche qui sont actifs en ce moment, comme le suivi des malformations par IRM pour essayer de déterminer des facteurs prédictifs aussi de ce qui pourrait être une malformation qui pourrait saigner un jour ou l'autre. On a des filières actives de patients traités par voie endovasculaire qui sont suivis et enregistrés dans la cohorte MAV endovasque. On vient de démarrer une étude institutionnelle qui s'appelle CombiMav, où on va chercher de réduire le délai, pas le délai, mais la durée de la prise en charge de la malformation en combinant dans la même session le traitement endovasculaire et la chirurgie en une seule session pour essayer de réduire, d'écourter la durée de la prise en charge. Au lieu d'avoir une prise en charge sur plusieurs mois avec des sessions d'embolisation espacées de plusieurs semaines, faire le maximum d'embolisation en un seul temps et faire la chirurgie quand c'est possible dans la même journée sans réveiller le patient. Tout ça pour essayer de diminuer la morbidité de la prise en charge. Il faut savoir que la mortalité des malformations artério-veineuses cérébrales est située aux alentours de 5% de complications neurologiques MAV et de complications neurologiques graves, avec un déficit neurologique important ou de mort. Nous participons également à une étude internationale. Je vous l'ai dit, que le traitement endovasculaire ou chirurgical des malformations artério-veineuses cérébrales qui ne sont pas symptomatiques et qu'on découvre est tout à fait sujet à caution de plus en plus. Et nous participons à un registre prospectif, justement de l'étude TOBAS, qui permet de colliger tous les cas des centres participants pour suivre, avoir un suivi longitudinal de ces patients, soit qu'on opère, soit qu'on suit de manière observationnelle. Et enfin, grâce aussi à l'aide de Stanislas Madja qui est présent, nous établissons une cohorte de patientes avec malformation et grossesse pour savoir quel est le devenir de ces jeunes patientes qui sont soit enceintes, soit qui ont un désir de grossesse, pour établir quelle est la meilleure prise en charge thérapeutique qui n'est pas encore établie. Nous avons aussi des projets de recherche translationnelle au niveau du nidus malformatif en lui-même, avec l'unité 1148 de l'INSERM qui est située à Bichat, notamment pour, en ce moment, établir le rôle des polynucléaires neutrophiles dans la rupture du nidus malformatif, donc de l'inflammation dans la rupture. C'est une vue en microscopie électronique qui est toute récente. Je vous l'ai dit, l'étude TOBAS pour les MAV non rompus prospectives.
Aussi, j'ai oublié de mettre sur la diapo, mais je vais vous en parler, le volet médico-social avec le recrutement à partir du 1er octobre d'une assistante coordinatrice qui sera dispatchée à mi-temps sur l'hôpital Foch et la Fondation Rothschild pour la prise en charge de ces patients, pour la coordination et puis aussi pour nous aider à monter, à établir comment ça s'appelle, une association de patients, avec probablement deux associations de patients pour deux maladies un petit peu distinctes dans nos cohortes, les malformations artério-veineuses cérébrales de l'adulte. On a une piste puisqu'on a une patiente infirmière qui pourrait être intéressée aussi pour être un peu la patiente test ou la patiente experte, et une filière différente pour les malformations de l'ampoule de Galien dont Georges va vous parler juste après moi. Merci à vous. Bonjour à tous, merci de nous avoir conviés à vous présenter effectivement ce nouveau centre de la filière qui est l'hôpital Foch et le service neuroradiologie. Merci à monsieur Jandot aussi de nous avoir acceptés au sein de cette filière. Et donc, qui sommes-nous? Eh bien, qui sommes-nous? Nous sommes un centre de neuroradiologie qui a été créé récemment, puisque ça n'existait pas avant 2002. C'est en 2002 que l'hôpital Foch a décidé d'indépendantiser en quelque sorte ce service de neuroradiologie, qui fait actuellement partie de deux pôles, le pôle d'imagerie, qui comprend la radiologie générale, la médecine nucléaire, et donc nous, et le pôle neurosciences, qui comprend la neurochirurgie, la neurologie, la médecine physique, la rééducation, l'ophtalmo et la neuroradiologie diagnostique et thérapeutique, comme vous pouvez le voir ici. Donc le diagnostic va travailler sur le scanner et sur l'IRM, quant à ce que la thérapeutique va travailler sur une salle d'angiographie, comme vous l'avez entendu précédemment, qui est dédiée biplan à la neuroradiologie et dont nous avons une aide pour la radiologie générale, également sur une salle monoplan. Cette neuroradiologie, au sein même de la filière, a déjà développé ou développe des collaborations nationales et internationales avec ce qu'on appellera une activité Foch déportée, puisque nous nous occupons au sein de la Fondation Rothschild de neuroradiologie interventionnelle pédiatrique dans le cadre du Centre des références de maladies rares. Je vous en dirai un mot dans un moment. Et nous développons depuis plusieurs années également, que nous avons renforcé depuis que nous sommes dans la filière, des collaborations spécifiques avec l'hôpital Karolinska de Stockholm sur la neuroradiologie interventionnelle pédiatrique et la prise en charge des malformations artério-veineuses médulaires, et l'hôpital neurologique de Linz à l'université Kepler, également sur ces deux domaines de neuroradiologie interventionnelle pédiatrique et de MAV médulaire. Donc nous aidons ces centres importants européens à développer également leurs centres de référence dans leur pays et pour leur région. Alors, très récemment, nous avons été contactés également par l'université de Yale aux USA pour participer à une vaste étude sur la génétique de la malformation artério-veineuse de la veine de Galien, qui est, comme vous l'avez entendu précédemment, je vous prie de m'excuser, une des maladies les plus rares, les plus dévastatrices également que l'on peut rencontrer chez le nouveau-né et chez le nourrisson. Alors, Foch a été labellisé principalement en centre constitutif sur la pathologie vasculaire malformative médulaire. Et quand on dit pathologie vasculaire médulaire, il ne s'agit pas uniquement de considérer la moelle, mais également toutes les lésions qui peuvent avoir une interaction avec le fonctionnement de la moelle. Et ce qui est peu connu ou souvent confondu, ce sont actuellement les divers types de lésions que l'on peut rencontrer, qui peuvent donner des symptômes médulaires aigus ou chroniques, qui vont donc dans les lésions qui vont être paraspinales, autour du rachis, épidurales, durales ou intradurales, qui vont affecter véritablement la moelle, les racines ou le phylum terminal. Vous comprendrez dès lors ce qui nous intéresse principalement dans cette labellisation, ça va être l'étude du vaisseau et son interaction avec l'environnement. Parce qu'il peut y avoir effectivement plusieurs dispositions différentes de ces lésions. Elles peuvent avoir une disposition métamérique, telle que vous le connaissez dans le COB, le Klippel-Trenaunay, le CLOVES ou le Parkes-Weber. Il peut y avoir manifestement des atteintes véritablement génétiques que vous allez rencontrer très spécifiquement dans le rendu ossellaire avec une architecture de lésions très particulière qui va d'emblée orienter vers la découverte de ces symptômes génétiques, ou alors effectivement dans la nouvelle lésion découverte il y a quelques années, décrite par les groupes de Bruxelles, le RASA1, où cette mutation va associer des lésions cutanées capillaires à des lésions cérébrales ou médulaires. Et puis nous avons effectivement un certain nombre de quotas de tumeurs vasculaires, telles les hémangioblastomes, qui peuvent également donner des symptômes neurologiques. Alors, dans le cadre de ces collaborations du centre de référence entre Foch, Fort et Lariboisière,
nous nous intéressons bien entendu à la moelle pédiatrique, raison pour laquelle je suis heureux d'être hébergé à Foch, à la Fondation pardon, pour prise en charge de ces petits enfants qui présentent ces pathologies rares. Et dans l'extension, nous nous occupons donc de malformations artéroveineuses cérébrales pédiatriques qui peuvent être découvertes à la fois dans le domaine anténatal, qui peuvent être découvertes en nouveau-né, comme vous le voyez ici, qui peuvent être à la phase nourrisson, voire chez le grand enfant. Et là aussi, c'est tout un spectre de pathologies vasculaires pédiatriques auxquelles nous avons affaire, qui vont être depuis la malformation artéroveineuse de la veine de Gallien, qui peut être traitée dans bonnes conditions et, si elle est prise en charge précocement et dans des conditions cliniques et thérapeutiques optimales, va donner une évolution neurologique et neurocognitive satisfaisante. Vous allez avoir d'autres types de lésions qui vont intéresser les enveloppes éventuellement, les malformations des sinus duraux de différentes tailles, les malformations de la dure-mère ou des malformations cérébrales, telles que Michel Piotin vous l'a décrit tout à l'heure, et qui vont avoir comme particularité d'avoir une physiologie particulière, et là aussi le point sur l'interaction entre le vaisseau et le parenchyme neurologique avoisinant, et qui va donc définir des physiologies particulières et des prises en charge particulières également. Je passe sur les tumeurs vasculaires dont on peut s'occuper aussi pour rapporter les malformations vasculaires maxillofaciales de l'enfant sur lesquelles nous travaillons en étroite collaboration avec la Riboisière. Alors, quels sont les projets que nous avons sur la pathologie vasculaire de la moelle? Je vous rappelle que ce sont des pathologies plus que rares, puisqu'elles touchent environ 0,01% de la population française, et que je me suis intéressé à cela déjà à l'époque quand j'étais avec Pierre Lajonias à Bicêtre, et que nous avons développé pédiatrie et moelle là-bas, puisque ça avait donné lieu à cette thèse de sciences que j'avais faite à l'époque. Et depuis mon arrivée à Foch en 2002 jusqu'en 2018, nous avons recensé 194 malformations artério-veineuses de la moelle stricte, ce qui apparemment est considéré comme étant une des plus grosses séries européennes, voire mondiales, sur ces pathologies. Alors, je voudrais qu'on décline effectivement durant notre mandat, en quelque sorte, dans cette filière, les différentes questions que l'on peut se poser. Vous en voyez ici recensées la plupart sur la classification, qui est extrêmement controversée actuellement. Il y a un neurochirurgien américain qui avait dit à l'époque qu'il y avait autant de classifications que de patients. Et il faut effectivement essayer d'homogénéiser cela. Et j'ai l'honneur d'être invité au Congrès mondial à Montréal pour parler justement de ces classifications. Et puis, vous avez là encore différents autres groupes de travaux qui sont à la fois affiliés à divers étudiants ou médecins qui travaillent avec nous et qui vont définir, au cours de papiers et de publications, justement ces différents types de lésions. Je citerai par exemple les MAV médulaires chez la femme enceinte, les anévrismes artériels associés aux MAV médulaires, ou encore les MAV médulaires spécifiques de l'enfant. Et vous voyez que certaines d'entre elles ont déjà donné lieu à des publications ou à des chapitres de livres, le reste étant en cours de rédaction, et nous allons continuer de travailler activement là-dessus, j'espère. Sur les MAV pédiatriques spécifiques, là aussi, avec mon associé et ami Stanislas Majda, nous continuons de travailler sur les différents types de lésions. Ça a donné lieu déjà aussi à des chapitres de livres ou des publications qui ont été faites, notamment sur la place d'embolisation dans les MAV cérébrales pédiatriques. Nous travaillons également donc sur la prise en charge des chaînes d'Uro, de façon à définir des guidelines véritablement sur ce que ces lésions vont nécessiter. Alors plus précocement ou plus précisément dans le cadre de la filière, les fiches orphanettes ont été déjà rédigées, notamment sur les MAV médulaires et les MAV cérébrales pédiatriques, sur les fiches de spécificité de prise en charge, dont Margot et Monsieur Jandot vous en parlaient précédemment. Les MAV médulaires sont rédigés, les MAV cérébrales pédiatriques sont en cours de finalisation, et j'espère qu'elles pourront être prochainement incluses dans le petit bouquin concernant ces spécificités de prise en charge. Alors j'ai le plaisir d'annoncer là aussi, parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et que dans le cadre de la filière, nous voudrions le développer. C'est la première session de ce séminaire DEF, Disease Education Forum, que nous organisons à Foch en septembre prochain, et qui va réunir une 25 spécialistes internationaux qui vont venir nous parler spécifiquement de pathologie vasculaire de la moelle, parce que c'est surtout là-dessus que nous avons été labellisés à Foch, pathologies vasculaires de la moelle qui vont être étudiées sous toutes les coutures, sous tous les versants, qui vont partir de la clinique, qui vont passer de thérapeutique, sans oublier de la génétique, de la phylogénie, de l'anatomie vasculaire, de l'anatomie biologique, etc.,
etc. Ce qui, durant ces 48 heures, devrait nous permettre d'approcher de façon un peu plus précise, à la fois pour nous et bien entendu pour les malades qui nous font confiance, ces types de lésions. Donc voilà le centre constitutif Foch, comme Michel vous le disait, en étroite collaboration avec la Fondation Rothschild, de centre constitutif aussi, l'un et l'autre à l'intérieur d'ESPIC, et où nous travaillons pour essayer de développer au maximum les connaissances et faire avancer les choses et prendre en charge les malades de la meilleure façon possible, du moins nous l'espérons. Merci beaucoup. Alors bonjour, donc je vais vous parler au nom de la filière de l'étude cohorte pour les grossesses dont on avait déjà discuté. J'imagine que vous vous souvenez de l'historique de cette étude. Nous avions discuté donc initialement avec les 3 centres de référence, l'ensemble des centres de compétences, d'un projet de recherche qui serait vraiment transversal. Et un des sujets qui paraissait intéressant était vraiment l'étude des grossesses dans les différentes pathologies de la filière. Voilà, donc cette étude de cohorte est née et c'était en décembre 2017. Farah Diop, qui doit être là, voilà, qui est là-bas, a été recrutée comme attachée de recherche pour s'occuper de cette étude de cohorte nationale des grossesses chez les patientes atteintes d'anomalies vasculaires. Voilà, nous avons défini avec l'ensemble des acteurs les pathologies concernées et donc, suite à différents échanges de mails, ont été retenus la maladie de Marfan, la maladie de Randy-Hössler, le lymphodème primaire et les malformations artério-veineuses superficielles. Voilà, donc parmi le groupe de travail, donc Margot est donc chef de projet de la filière est principalement impliquée. Guillaume Jourdaud pour le centre de référence maladie de Marfan, Anouk Bisdorf pour les malformations artério-veineuses, Stéphane Vigne pour le lymphodème primaire. Et nous avons travaillé avec une méthodologiste à Lyon qui s'appelle Evelyne Desculiers et donc Farah Diop, attachée de recherche clinique, qui a principalement travaillé sur ce sujet. L'idée, donc voilà, est la suivante, est de comparer 2 groupes de patientes. D'une part, des patientes atteintes d'une maladie vasculaire rare, donc parmi les 4 dont nous avons parlé, et un groupe de patientes sans maladie vasculaire rare, de suivre ces patientes pendant toute la grossesse et pendant les 12 mois qui suivent la fin de l'accouchement. Et à l'issue de cette grossesse, donc les 2 cases représentent les objectifs principaux et secondaires. Donc d'une part, chez les patientes qui sont atteintes de maladies vasculaires rares, de décrire précisément les complications spécifiques à cette maladie. Et d'autre part, et ça c'est l'objectif principal, donc de comparer les 2 groupes de patientes, celles qui sont atteintes et celles qui n'ont pas de maladie vasculaire, par rapport aux complications générales à la fois de la grossesse et aux complications pédiatriques. Voilà, donc ici je vous ai renoté l'objectif principal, donc nous avions longuement rediscuté, puisque je vais vous passer les détails, mais initialement on avait inversé objectif principal, objectif secondaire, et c'est vrai que c'était plus cohérent de mettre en objectif principal la comparaison de l'incidence des complications obstétricales et néonatales pendant, après, parmi les patientes qui ont des anomalies vasculaires rares. Donc les complications sont les complications habituelles des grossesses. Et de mettre en objectif secondaire l'incidence, la description de l'incidence des complications dépendant de la pathologie sous-jacente et qui, là, sont spécifiques de chaque maladie vasculaire. Voilà, et donc les critères de jugement sont là aussi adaptés à chaque pathologie. Donc les patientes, les critères d'inclusion donc, sont les femmes chez qui un diagnostic d'anomalie vasculaire a été porté et qui ont débuté une grossesse. Donc c'est une étude prospective, pas non rétrospective. Et donc les patientes peuvent être incluses en fonction de critères, donc âgées de 18 à 45 ans. Bien sûr, il faut qu'elles soient enceintes, avec un diagnostic confirmé d'une anomalie vasculaire rare. Voilà, et elles seront comparées. Donc, en parallèle, seront recrutées des patientes qui n'ont pas la maladie vasculaire rare, mais qui seront appariées par âge et par maternité, a priori, pour constituer le groupe témoin. A priori, on est parti sur une idée d'une patiente atteinte d'une maladie vasculaire rare pour 2 patients témoins.
Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de vous dire sur les critères d'appariement. Et donc, on a essayé d'évaluer au sein de la filière le nombre de patientes par an, mais là encore, c'est une estimation, qui pourrait être attendue par rapport aux pathologies. Donc, on a estimé à 20 le nombre de grossesses de femmes suivies pour un syndrome de Marfan, environ 17 pour une maladie de Randu-Osler, 30 pour un lymphodème primaire et 10 pour des malformations artério-veineuses superficielles. Voilà, alors ces chiffres sont des estimations. Donc, ce qui veut dire que pour chaque patiente, on aura a priori 2 témoins. Et donc, la durée de l'étude est de 5 ans. Donc, durée des inclusions sur 5 ans. Voilà, donc ce qui, à l'issue de l'étude, sera un nombre quand même considérable de patients. Voilà, donc Farah s'est occupée de la rédaction du protocole, a mis en place une base Access en fonction des critères pour chaque pathologie. Et donc, il est prévu que ce soit l'attaché de recherche clinique qui contacte l'ensemble des patientes. Donc, il y a un gros travail maintenant d'information pour cette étude, pour que ça puisse se mettre en place. Actuellement, donc, le CPP, le dossier donc, est en cours de finalisation pour d'abord, premièrement, déposer au CPP et ensuite déclaration CNIL avec voilà, un calendrier qui est celui-ci. Donc, on espère déposer au CPP prochainement, puis à la CNIL après réponse puisqu'il faut l'accord du CPP, et ensuite commencer l'information des centres et des patientes et les inclusions dans un autre temps. Voilà, je crois que tous les centres avaient répondu plutôt favorablement. Voilà, vous avez peut-être des questions par rapport à tout ça. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais prévu de vous dire. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Je vais vous présenter Épicure, qui, nous l'espérons, sera le prochain essai thérapeutique dans le centre de référence de la maladie de Randu-Osler. Donc, on va évaluer l'efficacité du nintédanib pour le traitement des épistaxis dans cette maladie. Donc, un bref rappel génétique. Les gènes impliqués dans cette maladie sont endoglyne et ALK1 à 95%, et SMAD4 dans une beaucoup plus faible proportion, 1 ou 2%. Et ces gènes ils codent pour les protéines impliquées dans la voie de signalisation de la famille des TGF-bêta, et leur dysfonctionnement altère la régulation de l'angiogénèse. Donc, d'un point de vue clinique, l'altération de l'angiogénèse crée des téléangiectasies et des malformations artério-veineuses. Donc, les téléangiectasies, il y a des manifestations hémorragiques qui sont sous forme d'épistaxis et des hémorragies digestives. Et au niveau des malformations veineuses, elles peuvent être hépatiques, avec dans les cas sévères un hyperdébit cardiaque. Elles peuvent être également pulmonaires et cérébrales. Nous, on va cibler spécifiquement les épistaxis en tentant de les diminuer. C'est un symptôme qui est vraiment décrit comme étant le plus gênant par les patients. Et aujourd'hui, on a assez peu d'options thérapeutiques à proposer. Donc, les outils qu'on utilise pour mesurer les épistaxis dans les études sont des grilles de surveillance qui sont remplies directement par les patients. Donc, ils notent quotidiennement la durée de chaque épisode. On a également un autre outil qui est un questionnaire qui évalue le score de sévérité des épistaxis. Donc, c'est un outil qui a été validé et que l'on retrouve très souvent dans les publications. Et donc, c'est un questionnaire qui est rempli directement par les patients, qui prend en compte différents paramètres comme la fréquence, la durée, l'intensité des saignements, si un avis médical a été demandé, s'il y a de l'anémie et s'il y a eu des transfusions. Donc après le remplissage de ce questionnaire, il y a des coefficients qui sont appliqués à chaque paramètre et on peut calculer un score. Et on sait que chez les patients qui ont des épistaxis modérés à sévères, c'est-à-dire avec un score supérieur à 4, la qualité de vie est fortement impactée. Il y a un impact social, professionnel, une asthénie importante due à l'anémie, et il peut y avoir de fréquentes hospitalisations
pour les transfusions, les perfusions de fer et des consultations ORL ou en urgence. Donc, les traitements anti-angiogéniques sont donc étudiés dans cette maladie. Là, ce tableau c'est pas exhaustif, mais ça reprend les différentes molécules qui peuvent être testées. Donc, en haut, on retrouve le bevacizumab, qui est un anticorps monoclonal, qui est sans doute celui qui est le plus utilisé aujourd'hui. Il a eu la désignation de médicament orphelin. On a pu montrer son efficacité en voie systémique par intraveineux, avec une nette amélioration clinique. Il y a beaucoup de publications avec le bevacizumab et actuellement, on a encore une étude en cours pour le traitement des hémorragies. On a fait également des essais par la voie nasale, mais on n'a pas pu montrer d'efficacité en local. Ensuite, il y a les bêta-bloquants avec essentiellement le propranolol et le timolol. Donc, avec le propranolol, il y a une étude en cours à Bordeaux. Et de notre côté, on a fait une étude avec le timolol en voie nasale. Et l'étude est maintenant terminée. On n'a pas pu montrer d'efficacité avec ce traitement qui était utilisé en spray pendant 28 jours. Ensuite, il y a les immunomodulateurs avec la thalidomide, les immunosuppresseurs avec le tacrolimus. On a actuellement à Lyon un essai en cours avec de la pommade en voie nasale. Il y a les PI3K inhibiteurs qui semblent également intéressants à étudier. Mais là, nous, on va étudier des inhibiteurs de tyrosine kinase avec le nintédanib. Il y a une autre molécule sur laquelle on a des données qui est le pazopanib. Il y a une étude qui a été faite au Canada sur 7 patients qui a montré des résultats assez prometteurs. Il y avait également aussi un case report. Donc ça, c'est pour vous montrer les différentes voies et surtout qu'il y a un grand nombre de candidats dans ces molécules anti-angiogéniques, vu que ce sont des molécules qui sont largement développées en oncologie. Donc là, on retrouve en haut le bevacizumab, qui est donc un anticorps monoclonal, qui a une macromolécule qui a une action extracellulaire sur les VEGF. Là, par exemple, on retrouve les immunosuppresseurs qui agissent sur la voie mTOR-AKT, et le nintédanib, il est là, il agit sur les récepteurs de VEGF. C'est une petite molécule qui agit en intracellulaire. Donc, au niveau préclinique, il y a 4 inhibiteurs de tyrosine kinase qui ont été testés sur un modèle murin, qui donnaient des résultats plutôt encourageants pour 3 des molécules, le sorafenib et un analogue du pazopanib, qui a amélioré les saignements digestifs et le taux d'hémoglobine. Le sunitinib donnait une tendance à l'amélioration, mais ce n'était pas significatif dans cette étude. Et l'erlotinib a aggravé plutôt les saignements, mais l'erlotinib, il cible le récepteur de EGF, alors que les autres ciblaient les récepteurs de VEGF. Donc, dans la maladie de Randu-Osler, ça confirme que il semble qu'il est préférable de cibler le VEGF. Donc, un case report qui a été publié avec le nintédanib. C'est un monsieur de 70 ans atteint de la maladie de Randu-Osler, chez lequel il a été fait un diagnostic de fibrose pulmonaire. Donc, il y a un traitement par nintédanib qui a été introduit. Avant le traitement, il saignait tous les jours, des durées de 6 à 15 minutes, avec un score ESS de 5,53. Après 3 semaines de traitement, il a commencé à être amélioré. L'amélioration s'est poursuivie pendant l'année où il a été suivi, avec des épistaxis qui devenaient quasi inexistants et encore ESS très faibles.
Donc, le nintédanib, c'est un inhibiteur de tyrosine kinase qui est commercialisé par Boehringer Ingelheim. Il se présente sous forme de capsules molles. Il y a 2 dosages qui sont disponibles sur le marché, en 100 et en 150 mg. Et il est prescrit avec le Vargatef en cancérologie et avec l'Ofev dans le cas des fibroses pulmonaires idiopathiques. Donc, l'avantage, c'est que c'est une administration par voie orale et qu'il a un profil de tolérance acceptable. Les principaux effets secondaires observés, ce sont des troubles digestifs et une augmentation des enzymes hépatiques. Donc, l'objectif principal de notre étude sera d'évaluer l'efficacité du traitement par nintédanib avec une dose de 300 mg par jour pendant 12 semaines sur la durée des épistaxis. Et le traitement sera jugé efficace si on diminue de 50% les saignements. Les objectifs secondaires, c'est d'observer la tolérance, l'efficacité sur les autres paramètres des épistaxis comme la fréquence et le score ESS, l'efficacité clinique sur la qualité de vie, le nombre de transfusions, le nombre de perfusions de fer, et l'efficacité biologique en suivant l'hémoglobine et la ferritine. Pour être inclus, donc, les patients devront être rendus oscillatoires confirmés avec des épistaxis modérés à sévères, avec un score ESS supérieur à 4, et compléter des grilles d'épistaxis pendant minimum 12 semaines avant l'inclusion. Seront exclus les femmes enceintes et femmes sans contraception efficace, les patients qui ont un épisode d'infection en cours, la présence de MAV cérébrale ou pulmonaire non traitée. S'il y a des enzymes hépatiques augmentées, les antécédents récents de thrombose, les traitements par anticoagulants ou par agents thrombolytiques, s'il y a une chirurgie récente ou planifiée, et s'il y a eu déjà des traitements par d'autres anti-angiogéniques dans les 6 mois qui précèdent, comme le bevacizumab. Donc, le schéma de l'étude, les patients qui participeront pendant 24 semaines, avec au total 5 visites. L'inclusion et la randomisation se fera lors de la première visite, avec une durée de traitement qui va durer 12 semaines. Et donc, lors de la première visite, il y aura une randomisation, il y aura 2 bras de traitement avec un ratio 1-1. Donc, la moitié des patients recevront le placebo et l'autre moitié des patients recevront le produit à 300 mg par jour. On a prévu des visites toutes les 4 semaines lors de la période de traitement afin de bien évaluer la tolérance, avec la possibilité de descendre la posologie à 200 mg par jour en cas de mauvaise tolérance. Donc, à chaque visite, il y aura un examen clinique, un suivi de la biologie. Il y aura un examen ORL avant et après traitement, et régulièrement, les patients rempliront des questionnaires qualité de vie et pour le score de sévérité des épistaxis. On a prévu d'inclure les patients sur une durée de 2 ans dans le centre de référence et les centres de compétences, et avec un nombre de patients qui a été calculé à 60. Pour le calendrier, donc ce sera une étude promue par les Hospices civils de Lyon. Pour le financement, on a déposé notre dossier au PHRC national donc en 2018. La lettre d'intention a été déposée au mois de mars. Là, on est en attente des informations sur les lauréats. Ça ne devrait plus tarder. Donc, si on est retenu, le dépôt du dossier complet sera fait pour le mois de septembre pour un résultat définitif en décembre. En parallèle, on a initié des démarches auprès de Boehringer Ingelheim pour qu'ils nous fournissent le médicament. Il a déjà été proposé à un comité avec un retour positif. Donc là, il doit être présenté au board. Donc on espère avoir prochainement
des retours positifs également à ce niveau-là. Donc si tout se passe bien, l'étude pourrait commencer au deuxième trimestre 2019, après les démarches, les accords réglementaires qu'on pourrait faire au premier trimestre 2019. Merci pour votre attention. Donc, bonjour, moi je suis interne en rhumatologie au CHU de Rennes et on a mené un projet, on est en train de mener un projet du coup avec le professeur Guggenbuhl en rhumatologie et le professeur Audin en génétique sur l'évaluation et le suivi standardisé des atteintes de l'appareil locomoteur et de la prise en charge de la douleur dans le syndrome de Marfan. Donc c'est parti du postulat que, comme vous le savez, les atteintes de l'appareil locomoteur sont fréquentes chez les patients atteints du syndrome de Marfan, avec des douleurs qui sont articulaires et tendineuses, des entorses à répétition, des atteintes du rachis avec notamment des scolioses importantes, des déformations de la cage thoracique et des douleurs des anthèses qui sont pour le coup moins bien connues. Il y avait aussi des données sur les diminutions de la masse osseuse qui étaient peu prises en charge et peu connues, avec notamment des fractures ostéoporotiques, et c'est pour ça qu'on s'y est intéressé, avec l'objectif de créer une filière de soins permettant de mieux identifier les patients douloureux, de caractériser leur douleur le mieux possible, de les prendre en charge dans ce contexte-là, d'organiser une filière de soins et de dépister les scolioses et l'ostéoporose. Donc, on a recruté des patients atteints du syndrome de Marfan qui sont majeurs. Ils sont recrutés à partir de la consultation de génétique, de cardiologie ou parfois, mais c'est plus rare, de rhumatologie. Ils donnent leur consentement après l'information quand on leur explique comment va se dérouler cette consultation et les examens dont ils vont bénéficier. Donc, les examens, c'est des radiographies, des clichés EOS de face et de profil pour dépister les scolioses. Et ils ont une mesure de la densité minérale osseuse, une DMO, pour dépister l'ostéoporose. En fonction des symptômes, on peut être amené à prescrire d'autres imageries ou d'autres examens complémentaires au cours de la consultation, et ils remplissent de manière systématique des questionnaires d'évaluation de la qualité de vie. Donc là, sur l'image de droite, vous avez un appareil de densitométrie osseuse. C'est un examen qui est très peu irradiant. Et à gauche, c'est des clichés EOS qui permettent de dépister les scolioses. Donc les conséquences de cette filière, elles sont immédiates pour le patient, avec la mise en place d'un protocole thérapeutique. Donc si les patients sont douloureux, on peut modifier leur prise en charge immédiatement. On s'est aussi mis en lien avec la médecine physique et réadaptation du CHU pour pouvoir leur proposer également un accès privilégié si l'atteinte le nécessite. Et si jamais on dépiste des ostéoporoses, on peut compléter le bilan pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'ostéoporose secondaire et mettre en place un traitement si le patient le nécessite. Donc là, je vais vous présenter juste un petit cas clinique pour vous montrer l'importance de la rhumatologie dans la prise en charge du syndrome de Marfan. Donc, c'est un homme de 39 ans qui a une histoire en plusieurs épisodes. Au départ, l'histoire commence en 2014 où le patient se présente avec des douleurs causales à son médecin traitant qui lui fait réaliser des radiographies du rachis dorso-lombaire. Et de manière un peu étonnante, il y a des fractures vertébrales de T9 et de T10. Donc le patient rapporte que dans les suites du port d'un piano, il a présenté un lumbago quelques semaines auparavant. Puis finalement, il est perdu de vue, il ne reçoit pas de traitement. Et voilà, cette histoire en reste là. Puis en 2017, il présente des douleurs tendineuses des poignets qui le conduisent à rencontrer un rhumatologue en ville, qui trouve rien de particulier pour ces atteintes des poignets, hormis peut-être des douleurs des anthèses, mais assez aspécifiques, mais par contre qui s'étonne quand même qu'un homme de 39 ans ait fait 2 fractures vertébrales. Donc là, vous voyez son IRM, c'est une séquence sagittale T1 où on voit les 2 fractures vertébrales, qui sont étonnantes pour un homme de cet âge-là. Et donc, il est adressé à l'hôpital pour un bilan d'ostéoporose fracturaire. Donc, c'est un homme qui mesure 1,77 m, qui pèse 65 kg, qui a quand même une envergure qui nous étonne un peu, qui a un rapport à 1,05. Il a une discrète laxité des pouces et des coudes, un pectus excavatum qui est prédominant à droite, qu'il avait depuis l'adolescence, non douloureux. Et du coup, dans son histoire clinique, il n'y avait rien de particulier, ni sur le plan biologique, ni sur le plan de l'imagerie qui pouvait expliquer son ostéoporose. Et donc, du coup, on a eu une forte suspicion clinique de syndrome de Marfan. On l'a envoyé en génétique.
la présomption clinique s'est avérée toujours forte, et donc du coup là, il est en recherche d'une mutation génétique qui est en cours. Il est aussi pris en charge par les cardiologues désormais. Donc parfois, on peut entrer dans la maladie de syndrome de Marfan par la rhumatologie. Bon, c'est rare, mais ça arrive. Donc nos premiers résultats de cette filière qui se met en place depuis 6 mois, c'est qu'on a déjà évalué 17 patients. En moyenne, c'est quand même des patients qui sont jeunes, 38 ans, des hommes pour la plupart, 70%. Là, on va avoir un recrutement qui s'accélère. Du coup, il y a 8 patients qu'on devrait voir là dans le mois qui vient. Les patients sont très motivés par la prise en charge et par avoir une consultation spécialisée en rhumatologie. Donc, concernant les résultats, vraiment, la douleur des patients, on s'est rendu compte qu'elle était souvent insuffisamment prise en charge, avec des patients qui arrivent à la consultation qui sont douloureux. Il y a plus de la moitié des patients qui avaient une échelle numérique de douleur, donc sur une échelle entre 0 et 10, ils avaient plus que 3, et donc ils ont vu leur prescription dentalgique modifiée, et 3 qu'on a adressées aux médecins rééducateurs pour prendre en charge leur douleur de manière plus globale. Concernant les dépistages de scoliose, il y avait une scoliose qu'on a dépistée qui était méconnue chez la personne, qu'on a orientée vers le service de rééducation pour qu'il puisse bénéficier du meilleur traitement possible, voir s'il fallait mettre des corsets et faire des séances de kinésithérapie orientées. Et il y a 3 patients qui avaient déjà, une scoliose dépistée et qui ont été réorientés parce que finalement, ils n'étaient pas pris en charge depuis des années sur leur scoliose et qu'il y avait une progression au niveau de la scoliose. Sur les résultats de densité minérale osseuse, ils sont assez éloquents et nous interpellent particulièrement. Il n'y a que 3 patients sur les 17 patients qu'on a vus qui ont une densité minérale osseuse qui est normale. Il y a 6 patients, donc c'est un faible effectif, mais 37,5% des patients ont une ostéopénie, c'est-à-dire un chiffre de T-score, là, ce qui est montré sur le petit schéma, entre -1 et -2,5, donc c'est quand même des chiffres qui sont bas, et une ostéoporose chez 43% des patients, avec des chiffres qui peuvent être très bas. Il y a une dame qui a un T-score à -4,1 au rachis, donc c'est vraiment bas. On a diagnostiqué des fractures vertébrales chez 2 patients, donc c'est 12,5% d'une population chez qui normalement il n'y a pas de fracture vertébrale, ni de fracture ostéoporotique. Donc il y a le patient de 39 ans et puis une dame de 58 ans qui est ménopausée, mais chez qui sur les clichés EOS on a diagnostiqué une fracture vertébrale. Et il y a une patiente qui a une fracture de côte qui a aussi 58 ans et qui est ménopausée. Donc c'est des résultats qui sont importants parce que le lien entre la maladie de Marfan et l'ostéoporose, ça reste assez mal étudié, que le dépistage il reste marginal, et là on s'en aperçoit bien que les patients n'ont jamais eu de densitométrie osseuse, qu'il y a besoin de confirmation à plus grande échelle, et c'est pour ça que la filière continue, et qu'on recherchera des liens éventuels entre certaines mutations génétiques et l'ostéopénie, voire l'ostéoporose. Ça a déjà été un petit peu fait avec des mutations de la fibrilline qui sont impliquées dans le TGF-bêta avec des régulations de le mécanisme ostéoblastique et ostéoclastique. Donc les autres résultats à venir qu'on n'a pas encore décryptés, c'est le ressenti des patients et l'évaluation des questionnaires de qualité de vie qu'ils remplissent à chaque consultation, l'analyse précise des atteintes périphériques, parce que c'est des patients qui ont des douleurs des anthèses qui ont l'air assez diffuses sans qu'on trouve pour le moment rien à la consultation. Enfin, il n'y a pas de gonflement ni de ténosynovite, de synovite, et les remarques des patients qu'on reverra après la première consultation pour voir si les mesures qu'on a mises en place ont un effet à la fois sur leur qualité de vie et sur leurs symptômes. Voilà. C'est bon. Bonjour, donc, je suis Pauline Arnaud, je travaille au département de génétique de l'hôpital Bichat, qui est dirigé par Catherine Boileau, et on m'a demandé de vous faire une courte présentation un peu introductive sur tout ce qui va être évoqué cet après-midi, sur la classification des différents types de variations génétiques, donc qui est notre travail au quotidien au laboratoire, donc de la classe pathogène à la classe non pathogène. Donc cette classification, à la base, elle est issue de recommandations américaines de l'American College of Medical Genetics. Donc ce sont des recommandations qui ont été publiées en 2015, donc ça commence à dater. Et ces recommandations ont été reprises par le réseau NGS Diagnostic, qui a été
coordonnée par l'ANPGM, donc l'Association nationale des praticiens en génétique moléculaire. Les objectifs principaux de cette classification, c'est bien sûr d'harmoniser les pratiques et de limiter la variabilité inter- et intralaboratoire dans l'interprétation des variants génétiques. Donc, l'ensemble des variants génétiques sont divisés en 5 classes, donc de la classe bénigne à la classe pathogène. Et comme vous pouvez le voir, il y a 2 classes qui comportent le mot likely, donc probablement en français. Et la première question qui a été posée, c'est de savoir ce que ça voulait dire, ce likely-là. Et en fait, le consensus international, c'est de dire que likely, c'est une probabilité d'environ 90%, donc soit d'être bénin pour la classe 2, soit d'être pathogène pour la classe 4. Donc, ces recommandations de l'American College of Medical Genetics, elles sont constituées en fait d'un faisceau d'arguments, donc en faveur de la pathogénicité d'un côté et en faveur du caractère bénin. Donc, ces arguments, ils sont classés par force, c'est-à-dire que on va stratifier ces arguments en fonction de la force qu'on met dans ces arguments-là. Donc, pour les arguments pathogènes, ils sont classés de très fort à faible, et pour les arguments bénins, ils sont classés de suffisant à faible. Ces arguments, on les pioche principalement dans les données épidémiologiques. Donc, ces données épidémiologiques, c'est d'abord les bases de données de population contrôle. Donc, il y a une base que les généticiens connaissent très bien, c'est la base GNOMAD, qui regroupe les exomes de 120 000 individus, ainsi que les génomes de 15 000 individus. Donc, en fait, c'est des bases de données très importantes qui sont le reflet de différentes populations mondiales. Alors, ces bases de données, elles ont des écueils, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mais dans ma présentation, vous allez voir. En fait, le seuil de rareté d'un variant, il sera fixé en fonction de la pathologie, c'est-à-dire en fonction de la fréquence de la pathologie. Donc, on travaille tous sur les maladies rares, mais c'est vrai que les fréquences dans la population sont différentes. Il y a aussi un autre écueil, c'est que les mutations, ou les variations de type insertion-délétion ou grand réarrangement sont assez mal détectées dans ces bases de données qui sont à la base des bases de données de séquençage au débit, NGS. L'autre écueil de ces populations contrôle, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets à contrôle, c'est qu'il y a un certain nombre de cohortes de patients qui sont inclus dans ces populations-là. Donc nous, en fait, ça nous impacte forcément directement parce que si on trouve un variant qui est décrit dans ces populations, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut l'exclure complètement parce qu'il se peut qu'il y ait certains patients atteints de la maladie de Marfan qui soient inclus dans ces bases de données-là. Un autre écueil de ces bases de données, c'est que c'est non représentatif des variants spécifiques de sous-population. Alors, pour essayer de contourner cela, en fait, nous, on essaye d'utiliser une base de données française qui s'appelle FREX, qui a été montée par Emmanuel Génin à Brest. Et cette base de données, alors forcément, elle est moins puissante puisqu'elle concentre seulement 1000 individus français, mais c'est quand même des datas qui sont importantes. Et un dernier écueil, c'est que les bases de données sont multiples et elles sont redondantes entre elles, c'est-à-dire qu'un patient peut se retrouver dans plusieurs bases de données ou un individu sain. Dans les données épidémiologiques, on utilise également les bases de données de patients, donc internationales, ClinVar, HGMD ou LOVD. Alors nous, pour la maladie de Marfan, on a une base de données qui s'appelle UMD, FBN1. La base de données qu'on utilise le plus, c'est notre base de données locale, parce qu'en fait, dorénavant, dans le laboratoire de génétique, on a testé sur la technologie qu'on utilise actuellement plus de 1000 patients, donc ça reste un élément de référence pour nous, notre base de données locale. Et je pense que ça sera évoqué cet après-midi, la notion de laboratoire expert. Donc pour encore continuer dans l'argumentaire, on utilise un deuxième grand type de données qui sont les données structurales. Donc bien évidemment, en premier lieu, on utilise le type de variation. Donc à savoir qu'un argument plus fort, ça sera d'avoir une mutation qui introduit un codostop prématuré. Donc c'est ce que j'ai indiqué en rouge. De même qu'une mutation faux sens, c'est quand même un argument assez modéré, mais un argument quand même. Alors, il y a encore un mais ici, c'est que tout ça, ça dépend quand même du mécanisme physiopathologique du gène impliqué et de la maladie étudiée.
Et là, j'ai notifié un exemple sur cette diapositive qui est un exemple d'un saut d'exon en phase qui peut... on a l'impression que c'est une variation importante, mais ça peut être non pathogène. Alors, pour essayer de chiffrer un peu ces données structurales, on a des outils qui sont accessibles sur Internet, qui sont les outils de prédiction bioinformatique. Donc là, j'ai cité Polyphen, UMD Predictor, CAD, et c'est des outils qui sont accessibles via des logiciels de visualisation comme Alamut. Alors, ces prédictions bioinformatiques, elles sont... c'est des calculs d'algorithmes qui prennent en compte la conservation de la base nucléotidique et de l'acide aminé au cours de l'évolution, la distance physico-chimique entre les acides aminés et éventuellement la position dans le domaine fonctionnel connu de la protéine, si celui-ci est connu, ainsi qu'un éventuel impact prédit sur l'épissage. Donc encore un autre mais ici, donc prudence avec ces logiciels de prédiction bioinformatique, parce que ça reste des prédictions comme leur nom l'indique, et tout cela dépend encore du mécanisme physiopathologique du gène et de la maladie étudiée. Et on est très souvent dans des situations où les logiciels de prédiction sont discordants entre eux, donc on n'arrive pas vraiment à trancher à partir de ces prédictions. L'argumentaire prend en compte, bien évidemment, des données bibliographiques, donc ça, c'est un poids très fort. De même que des données de ségrégation familiale, donc on comprend assez aisément qu'un variant de novo, c'est-à-dire un variant qui est présent chez un enfant atteint et absent chez ses parents, il aura une probabilité de pathogénicité importante. De la même façon, un variant qui va co-ségréger chez plusieurs individus atteints, pour nous, ça apporte beaucoup de poids à la pertinence de ce variant dans la causalité de la maladie. Mais il faut faire attention à différents phénomènes bien illustrés en génétique, qui sont la pénétrance incomplète, c'est-à-dire le fait de porter un variant pathogène et de ne pas développer la maladie, les phénocopies, donc qui est le phénomène inverse, le fait d'avoir la maladie mais de ne pas avoir le variant identifié dans la famille, et tous les phénomènes de variabilité d'expression phénotypique. Ensuite, c'est cet argumentaire, donc l'accumulation d'ensemble d'arguments, prend en compte également l'existence de variants associés. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est tous sur des analyses en panel de gènes, donc possiblement on peut avoir plusieurs événements génétiques dans des gènes différents. Et l'argumentaire prend en compte les données fonctionnelles quand celles-ci sont existantes, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, on arrive à un tableau qui est volontairement illisible. Donc, c'est un listing d'arguments qui est classé d'arguments bénins à arguments pathogènes selon leur force et en fonction des différentes données que j'ai détaillées précédemment. Et notre travail de généticien moléculaire, c'est d'aller piocher dans cette liste d'arguments pour essayer d'établir un score final. Alors, l'ensemble de ces critères est adapté en fonction du gène et de la pathologie concernée. Donc, pour un gène que je connais bien, qui est le gène FBN1, qui code la fibrilline 1, il y a différentes recommandations qui sont maintenant publiées, donc, notamment par l'équipe de Julie De Backer en Belgique. Donc, il faut fixer une fréquence allélique limite en dessous de laquelle on considère que l'événement est rare. Donc, pour le gène FBN1, cette fréquence limite, elle correspond à l'incidence de la maladie de Marfan. Donc 1 pour 5000, l'incidence estimée. Il faut également fixer ce qu'on entend par phénotype spécifique. Donc pour la maladie de Marfan avec une variabilité d'expression, une atteinte pas forcément systématique de tous les systèmes, on a fixé anévrisme aortique et ectopie du cristallin, c'est-à-dire une atteinte cardiovasculaire et ophtalmo. Donc en fait, vu qu'on commence à connaître assez bien le gène FBN1 et la protéine qu'il code, on sait que la protéine de la fibrilline est organisée en modules CBEGF. Et dans ces modules, les cystéines ont une importance très grande. Donc on considère qu'une substitution ou une introduction d'une cystéine, c'est un argument très fort dans la classification des variants. Et de la même façon, quand on a un acide aminé qui est impliqué dans la liaison au calcium, c'est un argument modéré. Donc on rajoute des petits critères comme ça en fonction de ce qu'on connaît bien des gènes et des protéines. Et enfin, il faut également fixer ce qu'on entend par co-ségrégation avec la maladie. Donc l'équipe belge a considéré qu'au-delà de 4 membres de la famille atteinte porteurs du variant, c'était un argument fort. Entre 3 et 4 membres, c'est un argument modéré. Et 1 et 2 membres, c'est un argument faible.
Et au final, donc, notre travail, c'est de compter les points au sein de toute cette classification. Donc là encore, c'est volontairement illisible. Et il y a des outils sur Internet qui nous permettent de calculer ces points de façon plus simple. Et donc en conclusion, quand on arrive à attribuer la classe 5 ou la classe 4 à un variant, c'est-à-dire pathogénique ou likely pathogénique, on considère que le diagnostic moléculaire est établi, c'est-à-dire qu'il y a un lien de causalité entre le variant et la pathologie. À l'opposé, quand on attribue la classe 1, c'est-à-dire la classe bénigne, et la classe 2, probablement bénigne, donc ce sont des variants qui sont non mentionnés sur notre compte-rendu final de biologie moléculaire et on considère que le lien de causalité avec la pathologie est exclu. Et la classe qu'on déteste tous, la classe 3, qui est la classe où on ne sait pas trop quoi dire, c'est la classe des variants de signification inconnue, donc on appelle nous les VUS. Ces variants de signification inconnue ne sont pas utilisables pour modifier la prise en charge du patient et de sa famille. Le caractère causal ne peut pas être exclu. Et c'est des variants pour lesquels on va avoir besoin d'une étude complémentaire. Donc, principalement une étude de ségrégation familiale. Donc, on va avoir besoin d'étendre l'enquête familiale à d'autres individus sains ou atteints pour essayer de voir comment ségrège ce variant au sein de la famille. On peut éventuellement envisager une analyse de transcrit, donc une étude de l'épissage, si on a un impact sur l'épissage prédit. Bien évidemment, il faut continuer à suivre ces patients-là et leurs familles pour engranger encore des arguments cliniques. Et potentiellement, on peut envisager des études fonctionnelles, mais ça, c'est à beaucoup plus long terme. Alors, ces dossiers-là, ils sont réévalués régulièrement quand on nous interroge en fonction de l'évolution des connaissances, parce que j'ai parlé au tout début des bases de données de population, et ces bases de données de population s'alimentent régulièrement de façon importante avec les progrès technologiques, et c'est des variants qu'on pourra réinterroger sur nos bases de données. Alors, en pratique, je vous ai fait une diapo sur le gène FBN1, mais notre panel diagnostique, il comprend 25 gènes. Donc, ces problématiques-là, on les a multipliées par 25, puisque notre panel de gènes comprend plusieurs gènes. Et chacun de ces gènes ont leurs propres caractéristiques en termes de mode de transmission, de mécanismes physiopathologiques, de données de pénétrance, de données fonctionnelles. Et c'est ma diapo de conclusion. Donc, en fait, le sentiment qu'on a, c'est que cette classe 3 nécessite d'être un petit peu affinée, parce que c'est une classe qui est assez subjective. Et il y a quand même une part du biologiste qui est importante. Et en fait, on va rendre compte de ces variants de classe 3 quand même assez en fonction de notre conviction et des possibilités d'enquête familiale potentiellement. Donc ça peut être un sujet de discussion pour la suite. Et voilà, je vous mets une jolie photo de l'ensemble du personnel du département de génétique qui travaille sur le secteur de la maladie de Marfan à Bichat. Merci. Merci beaucoup, Pauline.